20 h, c'est l'heure du Twitch. Vous entendez l'horloge qui sonne les 20 h. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi je vais bien, je suis content de vous voir. Et puis de pouvoir discuter avec vous. Ce soir j'avais envie de parler de poésie, enfin parler de poésie, lire de la poésie. En fait je me suis aperçu que il y a toute une étagère et demie de poésie chez moi, chez nous avec mon amoureuse, et en fait qu'il y a plein de bouquins que je vous ai jamais fait lire ou découvrir, et c'est un petit peu le but ce soir. Mais on peut parler d'autre chose, hein, si vous souhaitez parler, je sais pas, de science-fiction, de romans d'amour, de vos lectures de la semaine, on est là pour ça aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est là. En fait, c'est une chaîne où on parle du livre, mais l'intérêt, c'est de pouvoir partager entre nous ce que vous avez lu, ce que j'ai lu, tout ça. Puis entre deux, je fais des lectures. Voilà. Alors, sur les Twitch, en fait, après, ils sont enregistrés, ils sont mis sur YouTube, et vous pouvez retrouver tous les Twitch sur cette page-là, mais il y a une autre page sur le site où il y en a, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la même page. Et puis, je mets également les titres des livres avec les auteurs, les éditeurs. Comme ça, si vous voulez les trouver, les lire, les acheter, ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je suis affilié à aucune maison d'édition, même si je travaille dans une maison d'édition. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Je suis là pour des rencontres, pour le plaisir de. J'adore la lecture, donc j'espère que voilà. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous avez lu et puis on en discute. Et puis je vais commencer par Stéphane Mallarmé. Propos sur la poésie. Et en fait, je vous mets ce que je vais lire entre deux. Je vous mets ça en dessous. Hop, voilà. « 4 juin 1862. Londres. À Henri Casalis. As-tu remis mes vers? Puisque tu es si bon que de désirer les garder tous, je t'envoie pour le joindre au tien un pauvre sonnet éclos ces jours-ci, triste et laid. Emmanuel t'avait peut-être parlé d'une stérilité curieuse que le printemps avait installée en moi. Après 3 mois d'impuissance, j'en suis enfin débarrassé. Et mon premier sonnet est consacré à la décrire, c'est-à-dire à la maudire. C'est un genre assez nouveau que cette poésie, où les effets matériels du sang, des nerfs, sont analysés et mêlés aux effets moraux de l'esprit, de l'âme. Cela pourrait s'appeler spleen printanier. Quand la combinaison est bien harmonisée et que l'œuvre n'est ni trop physique ni trop spirituelle, elle peut représenter quelque chose. Moi, j'aime, je trouve que c'est assez génial de voir aussi la manière dont les poètes, les écrivains peuvent agir par rapport à leur manière d'écriture. Et puis, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ça, de savoir si vous écrivez, parce que vous allez voir, au long de cette soirée, j'ai choisi aussi des textes comme ça qui interpellent la manière d'écrire, voilà, et l'écriture. Et en fait, je vais lire un ou deux extraits de chaque bouquin, voilà, comme ça, et puis entre deux, vous intervenez. Ça, c'est le 18 janvier 1889, Paris à Verhaeren. Mon cher, ce qui tient du miracle en ce livre, et en vous, c'est une invention perpétuelle du vers qui ne se fige jamais, et toujours ressort d'avant absolu. Il ne se croit pas fait une fois établi, définitif, ainsi que ce fut l'erreur jusqu'ici, mais prend la peine de se créer lui-même et autres comme la vie. Les détails vous montrent maître de vous en prenant en plein point toute la caresse du vers récent, mais simplifié, puissamment, dans quelques marbres. Ah, je vous complimente.
Alors moi, ce que je trouve remarquable, j'ai voulu commencer par ces propos sur la poésie qui ont été recueillis et présentés par Henri Mondor. J'ai voulu commencer par ça parce que euh, y a une chose qui m'a toujours surprise, c'est de voir à quel point les poètes, quand ils écrivent, ils peuvent vous écrire des mails et ils écrivent et c'est poétique. Moi, je suis pas écrivain, hein, clairement. J'écris pas, par contre je lis. Et c'est vraiment un bonheur. Je me rappelle des correspondances, dont certaines sortent le 3 mars, de Philippe Ramy. Euh, et avec Philippe, on échangeait des mails à 2 heures du mat. Et quand je voyais ces mails, je me disais, mais comment je vais répondre à ça? Enfin, moi, j'ai pas un langage de poète. Et lui, son écriture était une poésie, pareil, quand il parlait. Et ça, c'est assez génial de voir que le poète, il n'est pas simplement avec son crayon ou avec son clavier. Il a la poésie dans sa tête. Quand il écrit, quand il parle, c'est poétique. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi, enfin, ouais, en fait, j'ai pris le début de mon étagère, et puis j'ai regardé ceux dont j'avais déjà parlé, et j'ai retiré ceux dont j'avais parlé. À part un ou deux, où en fait c'est des bouquins assez épais, donc j'en ai pas lu beaucoup, donc entre autres René Depestre, que je vous lirai tout à l'heure. Et, et sinon, voilà, j'ai pris comme ça. Et en fait, c'est assez amusant, c'est que dans ces ouvrages, il y en a beaucoup qui sont en bilingue. Euh, et celui-ci, par exemple, de Constant Tonegaru, ça s'appelle Plantation. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en roumain. Plantatii, donc traduit du roumain par Stéphane Lambion. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut que je vous dise les maisons d'édition. Bah, c'est marqué au-dessus. Stéphane Mallarmé, c'était aux éditions du Rocher. Ça, c'est aux éditions à Bordeaux, ABORDO. Et alors, quand c'est bilingue, je vous lis uniquement en français. Hein. J'aime beaucoup entendre des lectures dans d'autres langues, même si je ne les connais pas. Et je ne sais pas si vous êtes pareil. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller écouter des lectures dans d'autres langues? Euh, Moi, je vais écouter des lectures en allemand, en italien, en anglais, et je ne connais pas grand-chose. Et j'entends, il y a des rythmes. Alors, en roumain, ça va être joli. Euh, la semaine prochaine, je ne sais plus quand, il y a à Fribourg, euh, il y a Henri-Manuel Hierret qui vient de publier un bouquin aux éditions Bamba, qui va être à Fribourg sur euh, et avec 3 autres poètes africains, 4 autres poètes africains. Et ça va être magnifique. Ça, c'est vendredi, je crois, à Fribourg. En attendant, je vais vous. Ah oui, parce que Henri-Michel Hierret, il a écrit en nouchi et en français. Il n'y a pas de traducteur, c'est lui qui a écrit les 2 langues. Et le nouchi, c'est de l'argot de Côte d'Ivoire. C'est splendide. Les terrains vagues jaunes. Il y avait des terrains vagues jaunes comme des taches de tabac, et passant par l'eau des pluies d'été, d'automne. Ils ondoyaient en aval avec toute la rouille des gouttières, lavant les eaux du vagabond fou. Les enfants, avec des numéros violets sur les manches, sortaient en file indienne de la classe de 3e, de 6e, de 5e, marchant dans les ruisseaux pareils aux potages de pommes de terre. Et ils s'amusaient à noyer des chats dans des flaques froides. Dans la boue, passaient parfois vers la maison de fou, certes ce n'est pas un programme, selon son habitude, l'unique char funèbre sale comme pas possible, transportant ainsi quelques toqués. Les petits-enfants, la bouche entourée de confitures, criaient « Anna Clavicula ! Regarde, regarde la calèche !» quand ils voyaient la folle qui cherchait son mari parmi les terrains vagues jaunes comme des taches de tabac. C'est beau, hein? Alors moi, la poésie, c'est pas une posture, c'est vraiment, j'en lis
quasiment tous les jours. J'ai besoin de poésie, entre les romans, les essais, mon travail. Et la poésie, c'est, pour moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait respirer, parce qu'il y a les respirations des auteurs et des autrices, et leur forme d'écriture, elle est toujours vraiment... je ne sais pas si vous avez... n'hésitez pas à parler, à chatter. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça avec des autrices et des auteurs, en lisant, alors bon, en lisant à voix haute, c'est pas mal quand même, on trouve des rythmes, et il y a certains rythmes qui nous plaisent plus que d'autres. Alors ça, c'est mon extra large. C'est ma mug, euh, ma mug de... voilà. Où j'ai de quoi avoir à boire pour la nuit. Voilà. Le dernier venu de 1200. Dans une vieille illustration, torche encore brillante au loin, j'ai chanté sur le rivage de la mer Baltique pour Clara. J'ai chanté son entaille au genou droit, d'où je sirotais le vin rouge avec le printemps. J'ai chanté les insectes d'autrefois, enfermés dans le piège du collier d'ambre, avec lequel elle décorait la blancheur de sa poitrine. Nus, tous deux sur des fourrures d'ours, nous écoutions les mercenaires qui, dans un bourdonnement de ruches, depuis les remparts, essayaient, penchés sur des arcs, les nouvelles cordes en boyaux de loup. La princesse faisait fondre avec ses seins la glace des vitraux, pour que nous cherchions à la lumière de l'aurore boréale, dans le dossier avec les plantes reliées en peau de reine, les herbes que Marco Polo a apportées. Dans les îles ensoleillées, aux marges de lumière par là, on dit que les gens marchent comme nous deux en face des flammes du foyer. Nus. Un ange géant, dans mon champ d'autrefois, tombait, les ailes brûlées, bougeant avec ses moignons. Et ce fut tout. Un ange refusé et une malédiction. Tu vas te disperser comme l'eau de source dans une autre époque. Tu porteras un chapeau, des chaussures à la semelle de carton et une canne. Affamé d'étoiles, il est mort sur le trottoir. Demain, aujourd'hui, on mettra ici une plaque de marbre et pour les troubadours, on érigera un ossuaire. Je n'ai pas soupçonné que l'avenir était arrivé, que je suis le seul qui vienne de 1200 entre des robots et des chevaux vapeur. Ah, en moi se trouve un herbier, une algue noire, amère, à pousser en silence dans mes orbites. Sur des chemins inconnus, je m'égare vêtu des haillons de la peau de reine. Seules les lignes du destin qui s'entrecoupent dans ma paume traversent la tranquillité avec le grondement d'une collision de train. Je ne connais rien d'autre que Clara, la princesse de la tour, et le vent salé qui, depuis la mer Baltique, souffle avec jalousie. Je connais la langue de Clara quand je la prenais entre les dents, sa façon de frémir et de se tordre comme une huître. Sa façon de frémir et de se tordre comme une huître. Voilà la poésie, elle est là. Je ne sais pas si, au tout début de mes Twitch, je ne sais pas, peut-être 2 ans, il y a 2 ans, ah ouais, ça va faire bientôt 2 ans que je fais des Twitch, ouais. J'avais fait une soirée ou deux de lecture, je ne sais plus comment ça s'appelle sur Twitch, ça a un nom, de lecture silencieuse, enfin murmurée, ça faisait comme ça. Doucement, glisser des armures de nobles rejetons, lentement dirigés vers les pays embrumés, poussés dans 2 directions par les faibles lumières, vers les grands miroirs qui faisaient front. Parmi les cristaux se répandait un souvenir flottant, comme le soir venu, la peluche des peupliers. Au loin, les taudis qui pendent à la ville aboyaient sur un prince ou sur une ombre qui a soupiré. Les anciens hommes revenaient depuis les millénaires, chuchotant l'un à l'autre. Nous ne savons pas qui nous sommes.
portant sur le front quelques faibles lumières. Frêle, il se demandait d'où venons-nous? Sur les arcades des ponts de faïence, ils s'endormaient renversés dans le lit de l'eau drainée, l'un après l'autre, marqués de blanc par la lune, sur la peau, avec 15 carats. Voilà. Peut-être que je vais en faire un prochainement. Je ne sais pas si ça vous dit. Mais ça, je fais ça, tiens. Ce soir, par exemple, quand je suis en train de travailler, vers minuit, 1h, je lance un Twitch, et puis je fais de la lecture murmurée. Ah ouais, tiens, c'est une bonne idée. Bon, je ne sais pas si ça sera ce soir, mais ça sera comme ça. Vous serez averti 10 minutes avant qu'il y a un Twitch qui va démarrer. Et ouais, tiens, je vais faire ça. Ça me donne envie. C'est marrant parce que, en fait, la manière dont on peut lire, vraiment, ça donne des effets totalement différents. Alors, par contre, c'est extrêmement fatigant. Je vous promets, 1 heure comme ça à lire du texte murmuré, on est très fatigué après. Enfin, moi, principalement parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, j'avais fait une soirée de lecture érotique comme ça. Et c'était marrant parce que, en fait, vous prenez des textes qui ne sont pas obligatoirement érotiques. Et vous les lisez comme ça. Et il y a aussitôt quelque chose de très sensuel qui arrive. Voilà. Donc, ouais, ça c'est une bonne idée. Allez, le prochain, c'est Georges Perros. J'habite près de mon silence, aux éditions Finitude. Et c'est très joli. La couverture, c'est donc le nom de l'auteur, le titre, et puis en dessous, c'est marqué « À 2 pas du puits, et les mots morts d'amour, doutant que je pense, ils viennent boire en gros sabots, comme fantômes de l'automne, mais toute la mèche est à vendre. Il est tari, le puits, tari. » Et donc ça, c'est aux éditions Finitude, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, qui publie... voilà, il a été tiré de ses poèmes 50 exemplaires sur Verger d'Arche, dont 5 exemplaires hors commerce, numérotés de 1 à 5, et 45 exemplaires numérotés de 1 à 45, et moi j'ai le numéro 3. Voilà. Alors, je ne suis pas collectionneur de livres du tout, mais j'aime les beaux livres. Cruelle absence, absence dure. Pourtant, des hommes œuvrent encore dans cette lumière liturgique, sont avec Dieu dans leur travail sans se forcer. Pourquoi? Ces hommes, Stravinsky et ses icônes, Messiaen et ses petits oiseaux et beaucoup d'autres moins célèbres, allons-nous dire qu'il leur manque quelque chose, qui les empêcherait, qui leur interdirait de penser en même temps que Dieu? Moi, quand j'écris, je suis tout seul. Et c'est tout seul qu'on reçoit si peu que ce soit ma parole décervelée qui s'en ressent. Ne nous servons-nous cependant d'un outil qui nous vient de loin? Les hommes sans Dieu ne valent guère mieux que ceux qui guerroyaient en son honneur. Pour remplacer tous les amours que je n'aurai jamais et ceux que je pourrais avoir, j'écris. Pour endiguer le reflux d'un temps que sillonne l'absence et que mon corps ne peut tromper, j'écris. Pour graver en mémoire courte ce qui défait mes jours et mes nuits, rêve réel rêvé, j'écris. Je recommence. Pour graver en mémoire courte ce qui défait mes jours et nuits, rêve réel rêvé, j'écris. Alors moi, j'écris pas ou peu. J'imagine que certaines et certains d'entre vous écrivent et peut-être ont été publiés, je ne sais pas, ou écrivent pour eux, ou écrivent pour faire lire à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi on écrit, en fait. Je ne sais pas. Il y a différents choix, différentes envies. Vous avez vu, j'ai un rat de bibliothèque ici. J'ai voulu l'allumer tout à l'heure, mais ça fait une lumière très... Sur l'écran, ça fait... Mais voilà. J'ai plein de petits rats comme ça qui se baladent, que j'allume. Voilà. Ça, c'est mon amoureuse qui a trouvé ça.
Le langage tourne en ce monde comme toupie sur le destin, qui cesse de vivre vivant. Son temps ne sera décompté quand je jouais la comédie. Voilà ce qui me faisait peur, je perdais mon temps. Et la vie est à prendre en tous ces moments. Moments douloureux ou d'absence. Moments d'amour pour d'autres, alors que le jeu fait risette aux îles. Oh, mon île, au milieu des mers. Carte d'identité, te perdre fut et reste mon vœu fervent. Mais en ai-je une? Ces misères, je ne le sais que dans le vent et qui me demande mon nom. Tiens, ma foi, c'est un anagramme. J'en fais la remarque aujourd'hui, celui-là perd le sien en route, ce sont questions de gendarmes et qui cherchent profession. C'est l'avenir qui m'intéresse. Ce que je serai avant mort, demain, ce soir, dans la minute qui va suivre, elle est déjà là. Écrire que nous allons vivre est vraiment très aventureux. Voilà, Georges Perros, magnifique écrivain. Georges Perros était poète, et comme la plupart des poètes, il se souciait fort peu de recenser ses œuvres. Il les donnait à des revues, les envoyait à ses amis, ou les offrait pour la fête des mouettes de Douarnenez. Nous avons rassemblé tous ces poèmes, oubliés ici ou là. Ah, bonjour Nono Moula, comment ça va? Ah non, c'est pas moi, Georges Perros. Oh là là, moi j'écris pas. Moi je parle de livres d'écrivains. Euh, non, non. En fait, la chaîne, c'est une chaîne où je partage des livres que j'ai lus. Ah, je lui ressemble fort. Oh là là. Euh, alors, surtout pas en écriture. Là, je rivalise pas du tout. Je sais pas. Alors, en plus, si je lui ressemble, ça serait assez marrant, c'est que je suis pas du tout physionomiste. Je reconnais pas. Je peux te croiser 10 fois. Alors sur le chat, j'arriverai à te reconnaître avec ton nom, ton pseudo, mais je reconnais pas du tout les gens. Donc je peux croiser les personnes 10 fois, je les reconnais pas. C'est des fois un handicap, des fois un avantage. Et donc je sais pas, je regarderai la photo de Georges Perros, savoir si je lui ressemble. Mais alors, si je ressemble à Georges Perros, c'est que tu connais Georges Perros. Donc, bah, dis-moi ce que tu lis. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, on parle de poètes ce soir, mais on peut parler de d'autres formes d'écriture, d'autres écrivains. Par exemple, le prochain, c'est et là, j'ai pas l'impression que j'y ressemble parce que là, il y a la photo, il y a sa photo sur la couverture. Donc, bon, j'ai jamais dit que je ressemblais à Perros quand même. Voilà, Panaiti Strati. A priori, même avec des lunettes, j'ai pas l'impression que je ressemble beaucoup. Mais oh, c'est gentil ça. J'ai lu tous les Harry Potter. Ah, super, super. Et est-ce que Harry Potter... Ah, ça c'est une question. J'ai été libraire pendant à peu près plus de 20 ans. Et il y avait une question qui vraiment me taraudait. Euh, je, J'avais souvent des mères de famille, parce que c'est souvent les mères qui accompagnaient leurs enfants dans les librairies, qui venaient en disant mon enfant n'a rien lu. Et je disais, ah, et moi je parlais à l'enfant. Je disais à l'enfant ou l'ado, enfin, et je disais, t'as pas lu, ouais, il aime pas lire. Et je disais, mais qu'est-ce que, t'as rien lu? Non, j'ai lu qu'Harry Potter. Et je disais, si t'as lu Harry Potter, tu peux tout lire dans la librairie. La grosse question, c'est, est-ce que, salam alaikum, est-ce que, après avoir lu Harry Potter, est-ce que ça, à quels horizons ça ouvre? Moi, j'ai pensé à des horizons qui peuvent être des horizons de science-fiction, de est-ce qu'on, moi j'aime bien, ce que j'aime dans un livre, c'est qu'il m'ouvre à une autre lecture. Donc, est-ce que, la SF, ouais, voilà, ouais. Ouais, bah oui, ça ouvre à d'autres lectures, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on prend un bouquin, puis on se dit, ah mais Harry Potter, j'ai bien aimé. Et en fait, pourquoi t'as bien aimé? T'as bien aimé parce qu'il y avait tel et tel truc. Et après, tu te dis, mais alors, vers quel écrivain je vais t'orienter, tu vois?
qu'est-ce qui va pouvoir te plaire. Parce que pour moi, il n'y a pas de personne... Ne pas aimer lire, c'est pas tomber sur les bons bouquins. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça. Je pense pas que c'est... euh, les filles sont toutes nulles. Ah, dans Harry Potter. Alors moi, j'ai jamais lu Harry Potter, hein. J'ai une grosse lacune. J'ai dû regarder un ou deux films comme ça. Mais j'en ai entendu beaucoup parler parce que mes enfants, euh, je pense qu'ils ont quasiment tous lu les Harry Potter. Euh, j'ai une fille qui est fan. Voilà. Je lui demanderai si les filles sont nulles. Euh, mais elles sont nulles comment? C'est bizarre de bien aimer un livre parce que les filles sont nulles. Euh, moi, ça me surprend parce que, je sais pas. Mais euh, elle a quel âge ma fille? Alors j'en ai deux filles. Alors attends, il y en a une qui est née en 86. Tada, je te laisse calculer. Et l'autre qui est né en 95. Voilà. J'ai deux garçons. Un qui est né en 83 et l'autre qui est né en 90. Alors, Erika Leonard James. Alors ça je note. Parce que tu vois, là il y a un truc qui est assez génial ici. C'est que je vais... qu'est-ce que tu as lu de cette autrice, Erika Leonard James? C'est de la SF? Parce que, alors, moi ce que je fais, c'est que je regarde déjà si on a dans la bibliothèque, parce que, en fait, si tu veux, si on fait un petit tour d'horizon comme ça, tu vois, c'est une maison qui est un peu tapissée. Euh, voilà, puis il y a des bibliothèques un peu partout. Mais, euh, ah, 50 nuances degrés, d'accord, ok. Alors, j'ai pas lu, mais des fois, et t'as bien aimé? Parce que ça a été extrêmement critiqué, ce livre, non? Euh, non, c'est quand? euh, Ouais, c'est le bouquin qui a eu tant de succès, c'est ça? Euh, euh, ah, pas trop aimé, ouais. Alors, ouais, parce que en fait, mais je note en fait les bouquins qui me sont suggérés comme ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, alors moi aussi, il y a quelques bouquins que j'ai pas aimé, euh, mais en fait, je préfère parler de ceux que j'ai aimés. Euh, donc, est-ce- qu'est- qu'est-ce que qu'est-ce que tu as lu après Harry Potter que tu as aimé? C'est ça qui m'intéresse bien, quoi. Euh, Parce que, voilà, je trouve que ça c'est bien. Allez, je lis entre deux. Panaïti Strati, je te laisse répondre, il y a le temps. Il y a pas d'heure, ça se finit, c'est une heure normalement, mais il n'y a pas de... Je suis libre. Ça c'est marrant, c'est en fait une correspondance, une correspondance complète, inédite, entre Panaïti Strati et Ernst Benz, qui était un linguiste suédois. Et en fait, il correspondait par carte postale. Voilà. L'écriture d'Istrati est impressionnante. C'est de la pâte de mouche. Mais voilà. Et c'est très court. Alors, je réponds après. Je vais regarder après ce que tu marques. Alors, Istrati, donc, est roumain. Cher ami, Vienne, le 4 novembre 1929. Je suis de retour de Roumanie. On m'a couvert d'insultes. À Paris, j'ai trouvé la même chose. Plus de place pour moi entre l'insulte injuste et l'éloge répugnant. Dieu que c'est dur d'être sincère sur cette mauvaise terre. Affectueusement, Panaïti Strati. Et puis, là, une lettre du 26 février 1930, 24 rue du Colisée. Mon cher ami, je constate de votre dernière lettre qui me revient d'Alexandrie, et plus de votre silence, que vous ignorez le premier mot de l'aventure dont je fus victime à l'occasion de ce voyage. Pourtant, la presse française en a passablement parlé, mais vous ne lisez pas les journaux, et vous faites très bien. Avez-vous vu Europe le 15 février, le dernier numéro des nouvelles littéraires? Ah, cherchez-le absolument. Eh bien, mon ami, non, ça n'a pas été comme vous le supposez, cette randonnée qui devait, à 18 ans de distance, me faire revoir des pays aimés, Égypte, Palestine, Syrie.
à l'intention desquels j'avais préparé des conférences et un répertoire musical de tout premier ordre, car le résultat fut mon prompt refoulement des portes d'Alexandrie, ma séquestration à bord du paquebot et mon retour forcé à Trieste, où la police fasciste m'a immédiatement jeté en prison. J'en suis sorti le lendemain grâce à ma compagne qui, libre, est allée avertir les consuls roumains et français. Voilà. Moi, j'ai beau écrire 3 livres anti-soviétiques, j'ai beau être traité d'agent de la police roumaine et de vendu à tous les gouvernements bourgeois, je ne suis pas moins refoulé d'Égypte et arrêté en Italie. Je comprends cela et l'accepte, malgré la misère à laquelle me réduit cette violente qui, rien que matériellement, me coûte 200 livres. Je ne vous parle pas de ma santé, fort ébranlée, ni de ma tête qui ne sait plus quoi penser des amis dont le secours moral, en cette circonstance, s'est avéré inexistant. Je suis un homme seul. Je l'accepte encore. Les meilleurs hommes d'aujourd'hui sont seuls, bien que leur solitude soit totalement différente de la mienne et assez commode. Je me dis, ouais, être écrivain, il en arrive des choses quand même. Alors, et ça c'est voilà, c'est la revue L'Arc, qui est une revue neuchâteloise. Alors, U4 de U4 Coedwen de Yves Grevet. Alors ça, vu le titre, ça serait bien de la SF alors. Je note de la SF bretonne. D'accord, super. Et ça, t'as bien aimé? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, j'en ai de la SF là. Attends, j'ai un truc complètement fou. C'était pour l'école, j'ai bien aimé. Ok. C'est un truc de malade. Un auteur. Et le pavé. Le pavé, voilà. Ça, c'est le 4. Gérimon. Gérimon, c'est de Stéphane Beauvon. Je vous mets la référence. Stéphane Beauvon. C'est un truc incroyable. En fait, ce bouquin, il fait 1000 pages. 1000 pages parce que, en fait, ça se passe dans une ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds, qui est en Suisse, où je suis. Et cette ville est à 1000 mètres d'altitude. Donc, l'éditeur, l'auteur, quand il a fait ce bouquin, il l'a présenté, voilà, il a fait une présentation, parce qu'en plus c'est illustré, hein, voilà, il y a l'illustration, et puis il y a l'illustration, puis il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait sur le côté, ici, vous avez un livre dont vous êtes le héros. Ok, bah, va t'éplucher des légumes, il n'y a pas de problème, va t'éplucher des légumes. Ok, écoute, merci de ta présence. Et puis, je présente juste ce bouquin. Euh, c'est un bouquin totalement fou, donc sur un monde qui est en train de disparaître et qui va. Et ça se passe donc, ça se passe à la Chaux-de-Fonds. Allez, euh, je commence. Je vous fais une incipit, comme ça. Je vous fais pas une incipit parce que c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que je peux. Tu vas pouvoir te laver bientôt, dit Jésim. C'est moi, dit le robuste. On n'a jamais autant bavardé depuis qu'on est en cette galère. Ah, ça doit être l'odeur de la terre ferme, dit le moine. La liberté, dit le robuste. La chaude, murmura Ardite. Jésim ne dit rien. Au fait, dit le robuste, moi c'est qu'une heure de genre. Enchanté, dit le moine. Moi c'est Torma. Jésim Ruchet, dit Jésim. Ardite con, dit Ardite. Les 4 se tournèrent vers le reste de la cale. 28 taiseux, hagards, endormis, qui attendaient de quitter le bateau. Seulement un gros chauve, à l'autre bout, semblait concerné par le début de la conversation. Ardite dit, bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut tous dire. Pourquoi vous êtes là? Ce fut Cuno de Jor qui prit la parole. C'est simple. Si je restais au pays, j'étais mort. Et c'est quoi ton pays, Cuno
de Jor demanda Tourmain. Jor, dit Cuno. Ah, Jésim demanda. Et pourquoi t'étais mort si tu restais au pays? Parce que j'ai tué quelqu'un, répondit Cuno. Ah. Il se fit un silence dans la cale du bateau. C'est marrant. Que. Et tu as tué qui? Rompit Ardité. Cuno de Jour regarda ses grosses mains qu'il tournicota. L'amant de ma femme. Oh, classique, murmura Ardité. Et ma femme? Ah, carrément cliché, Jésim dit. Alors comme ça, dans ton pays, il y a la peine de mort? T'en connais beaucoup, demanda Cuno, des endroits où il n'y en a pas? Voilà. Allez, Jérémie 4, c'est un truc complètement fou avec des illustrations, un livre dont vous êtes le héros. Enfin bref, un grand conseil de lecture de SF pour Nonomula, entre autres. Alors, après, on va passer à une autrice qui s'appelle, une poétesse qui s'appelle José-Flore Tapie. Hop. Voilà. Et c'est Terre battue aux éditions Empreinte. Si vétuste la lumière, à peine quelques grains jetés dans la main des vivants, bienheureuses les poules sans esprit. Moi, je picore les restes avariés d'un vieux rêve passé, que rien ne peut me faire lâcher. Tandis qu'un nom dans ma tête chantonne et que glisse la poussière écume grise. Penché dans l'ombre, je compte et recompte une à une les amandes. J'aligne mes pommes sur les dalles de pierre, coiffe et recoiffe les heures, et je tresse l'éphémère. Sous l'avant-toit, la lumière pendue comme un piment. Puis je vous fais juste trois petites phrases comme ça en lecture murmurée. Pour seule horloge, la ronde des chèvres autour des figuiers mûrs. Ah, c'est très très beau. Et ça, édition Empreinte, c'est pareil, c'est un splendide éditeur. Alors, alors la poétesse d'après, vous la connaissez peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une autrice à découvrir. Elle est publiée dans pas mal de maisons d'édition. Mais là, c'est la revue de Belles Lettres. Anna Akhmatova, c'est vraiment... moi, je suis très fan. Écoutez. Première élégie. La préhistoire. Tout sacrifier à ta mémoire. Pouchkine. À présent, je vis ailleurs. Pouchkine. La Russie de Dostoïevski, la lune, au quart dissimulée par un clocher, tripot rempli et calèche qui file, masse de 4 étages qui s'élève, rue des Pois, au Signal, près de Smolny. Partout, des cours de danse, des changeurs. Et à côté, Henriette, André, Basile, des tombeaux somptueux, Choumilov jeune. Mais du reste, la ville a peu changé. Bonsoir, Kate. D'autres que moi l'ont remarqué. Parfois, elle sait ressembler à une antique lithographie, sinon de premier ordre, du moins correcte, qu'on pourrait dater peut-être des années 70. Surtout l'hiver, avant le point du jour, ou bien au crépuscule où s'assombrit le rectiligne et rude boulevard non défloré encore par le moderne. Pour vis-à-vis, j'ai toujours Nekrasov et Saltykov. Chacun d'eux a sa plaque sur sa maison. Ces plaques, quelle horreur, s'ils les voyaient. Mais passons. À Staraya Roussa, les caniveaux sont fastueux, des kiosques délabrés ornent les jardinets et les fenêtres sont comme des trous noirs sur l'eau gelée. On dirait qu'il s'y est passé des choses, telles qu'autant ne pas s'y attarder. Passons. Il est des lieux si intraitables qu'ils garderont toujours quelques secrets. Et Optino,
je ne le verrai plus. Faux-frou des jupes et plaid à carreaux, et cadres de noyer autour des glaces que la beauté d'une Anna Karénine a ébloui. Dans les couloirs étroits, les tentures qu'enfants nous admirions sous la lampe à pétrole au reflet jaune et le même velours sur les fauteuils. Tout se mélange et se fait à la hâte. Parents et grands-parents sont des énigmes, les terres sont en gage et la roulette à Baden vous attend. Et une femme, aux yeux d'une eau limpide et d'un bleu si profond que l'on ne peut que songer à la mer en y plongeant, au nom très rare, à la main fine et blanche, d'une bonté que j'aurais reçue d'elle en héritage, à ma cruelle vie, don inutile. Ah non, là je suis en train de lire Anna Akhmatova dans la revue de Belles Lettres. Le pays a la fièvre, mais le bagnard à Omsk a tout compris et fait la croix sur tout, et le voilà qui va tout mettre sans dessus-dessous et s'élever comme un esprit planant sur le chaos. Cependant, minuit sonne, la plume crisse et de nombreuses pages sentent de loin l'odeur de l'échafaud. Voilà donc l'heure où nous nous avisâmes de naître, et le moment bien calculé pour ne rien perdre de temps de spectacle, sans précédent, de sortir du néant. 3 septembre 1940, Leningrad, octobre 1943, Tachkent. Voilà, c'est extrait de la revue de Belles Lettres de 1996-1996. Voilà. Et c'est un ouvrage qui est magnifique. Alors, je pourrais vous dire les traductrices et traducteurs, mais il y en a plusieurs. Puis en fait, après, il faut les rechercher. Mais vous avez vraiment toute la... Voilà. Au début, vous avez 4 pages de table qui vous permettent d'avoir tous les noms des traductrices, les traducteurs, les personnes qui ont écrit autour des poésies d'Anna Akhmatova. Voilà. Kate, ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu as lu de beau dernièrement? En attendant que tu me répondes, à l'écoute d'un chant. En plus, il y a des gravures qui sont splendides. Une voix de femme passe comme le vent. Noire, dirait-on. Humide. Nocturne. Tout ce qu'elle touche au vol, aussitôt, se transforme. Elle scintille, diamantine, argente ici ou là quelque chose un instant, bruisse, costume étrange, soie prodigieuse, si puissant, ce qui aimante la voile ensorcelle, comme si devant, là-bas, ce n'était pas la tombe, mais l'envol d'un escalier vertigineux. 19 décembre 1961. Alors, encore disponible. Écoute, moi je l'ai eu dans une librairie à Neuchâtel. Comment ça s'appelle? La librairie de Karim, je ne sais plus comment c'est, qui est dans une petite montée comme ça. Si tu tapes Karim Neuchâtel, tu vas trouver le nom de la librairie. Et je l'ai trouvé là-bas. Revue de Belles Lettres, tu peux le trouver en occasion, sinon je pense un peu partout, enfin assez facilement, je pense pas qu'il soit très cher. Alors je note les BD de Jean-Marc Rochette. Alors ça me dit quelque chose, Jean-Marc Rochette. Je note, mais ok. Et la dernière des Reines et le Loup. Ah, c'est de Rochette aussi. C'est ça. La dernière des Reines et le Loup. Oui, c'est le transpersonnage. Ça me dit quelque chose. Je n'ai pas dû lire par contre. En fait, la BD, j'en ai quelques-unes, j'ai une petite étagère de BD. J'ai lu beaucoup de BD pendant un temps. J'aimais beaucoup Pratt, que j'aime toujours. Mais voilà, maintenant j'ai lu. J'ai eu un peu de mal avec le dernier qui a été fait dans l'idée de Pratt, mais j'aimais beaucoup Tardy, Manara, je sais pas, des auteurs comme ça. Et puis quand il y a eu la révolution roumaine, j'ai tout envoyé quasiment en Roumanie, quoi, dans un lycée à Timișoara.
avec une bonne partie de mes bouquins politiques aussi sur la 4e internationale. Et c'est comme ça euh, que j'ai découvert que en Roumanie, à Timisoara, la prof d'histoire ne connaissait pas Trotsky. Euh, J'étais, voilà. Donc les BD, voilà. Les couleurs de la montagne, discours clairement écologiste. Ah, super. Bah écoute, je vais. Ouais, ouais. Ouais, si, c'est fou, quoi. Moi, j'étais halluciné, quoi. C'était des amis qui faisaient un voyage, qui apportaient du matériel médical, bah, j'ai profité d'un peu de vide dans le camion. J'ai dit, bah tiens, j'ai une étagère de bouquins, et puis j'avais une petite maison à ce moment-là. Et puis, et puis voilà, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, 89, ouais, la révolution roumaine. Ça m'a permis quand même, la révolution roumaine m'a permis de connaître Turan, Suran. Et voilà, parce qu'il y a un intellectuel roumain qui est arrivé chez ses amis, et puis qui m'a dit, premier truc, il m'a dit, tu connais Turan? Je dis, Turan, ça me dit rien. Puis après, il dit, en français, vous dites Suran. Ah ouais, il parlait un français, mais à couper le souffle, quoi. Un français hyper académique, c'était magnifique. Et puis il m'a fait voir combien Suran était un des grands humoristes du monde, et je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord. Suran. Tiens, je vais chercher. Mon amoureuse a dit il faut pas que je me déplace, mais c'est pas grave, je me déplace quand même. Euh, il est en face. Ça, c'est. Je vais pas dire que c'est ma Bible, hein, parce que euh, je lis plus Turan que la Bible. Mais voilà, en quarto. Alors, quarto, c'est du solide. Euh, quarto, c'est du solide. Hein. C'est un bouquin que j'ai acheté à sa parution, je pense, en 95. Qui est annoté, y a pas mal d'annotations. Tu l'as aussi celui-là. Ah, alors génial. C'est euh, c'est fantastique. Euh, J'adore. Il y a une citation, je la dis souvent parce que quand on parle du suicide, je ne sais plus comment c'est exactement, mais moi je me rappelle jamais clairement. Mais il dit il est toujours trop tard pour se suicider. On aurait dû le faire. J'ai une page qui est imprimée en travers. Génial. Moi j'ai pas. Parce que je sais, hein, parce que je l'ai lu et relu. Mais et il dit qu'il est toujours trop tard pour se suicider, qu'on aurait dû se suicider d'abord avec le cordon ombilical de sa mère. Donc, et ça c'est vraiment fantastique. Et j'avais trouvé ça quand il est décédé. Tac tac. Il y avait dans l'imbécile. L'imbécile, c'était le journal de Bernard-Henri Lévy. Et il y avait un texte qui était fantastique de Clément Rosset, du dandysme et des dandys. Et c'était vraiment splendide. Et puis derrière, il y avait Jean-François Duval qui avait fait un texte qui était Suran, tout n'est pas perdu, reste les barbares. On est toujours dedans. Euh, Fragment totalement inédit d'un entretien que nous avions eu avec Turan en juin 1979 chez lui, place de l'Odéon. Alors, je prends comme ça. Hein. Vous écrivez tout n'est pas perdu, reste les barbares. Que voulez-vous dire, Turan? En ce moment, je me repose le problème de la catastrophe. Sur le plan historique et en soi, je ne sais pas quelle forme elle prendra, mais personnellement, je suis absolument convaincu que la catastrophe finale est inévitable et qu'elle n'a rien à voir avec le fait d'être des barbares ou des civilisés. Cette catastrophe finale est pour un peu plus tard, mais je crois aussi que dans cette période où nous vivons, la chute des civilisés sera très rapide. Je suis à peu près certain que la Russie occupera toute l'Europe, pas même par la guerre. Parce que les peuples super civilisés sont foutus, ça je le crois. Il faut dire que j'ai beaucoup étudié la fin de l'Empire romain. Maintenant tout le monde reparle de ça, parce que c'est évident, il y a des symétries énormes. Et d'ailleurs, la barbarie maintenant, ça se passe d'une autre façon. Il n'y a plus d'invasion barbare, parce que les barbares s'insinuent. Déjà, Paris est en partie occupé par les barbares. Il y a une infiltration, c'est une autre forme d'invasion, mais dont les conséquences seront identiques. C'est un processus qui aura des conséquences très graves. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et sur tous les plans, en littérature, dans tout. Prenez le métro à 10h du soir dans la direction de Clignancourt, surtout le vendredi, le samedi soir. C'est une autre humanité. Elle n'a plus rien à voir avec la France.
La seule différence profonde, c'est qu'avant, les tribus étaient très homogènes. Tandis que maintenant, c'est une sorte de population bariolée de partout, mais qui occupe, qui s'insinue et qui va manifester bientôt. Ça commence déjà. Maintenant, déjà, il y a des manifestations de ces types, ouvriers étrangers. Il y en a 4 millions, et il y a une population qui ne travaille pas. Alors, il y a un côté quand même hyper réactionnaire, hein, qui vient ici de tous les continents. Bientôt, le français sera peut-être pas minoritaire numériquement, mais à Paris, il le sera. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'une personne, qui est un étranger, qui vient dans un pays étranger, puisse parler comme ça. Ouais, c'est ça, c'est fou. Mais j'ai un exemple familial comme ça. C'est complètement dingue. C'est les personnes euh, les plus, enfin, je trouve complètement incroyable. Moi, ce qui m'avait fasciné dans cet article, c'est en fait quand il parle de chute de la civilisation. Ouais, ouais, en plus, ouais. Quand il parle de chute de la civilisation, de fin de civilisation, en fait, il parle, et c'est là où il y a quelque chose que je pense la plupart des lecteurs de Sioran n'ont pas lu, ne comprennent pas, c'est que pour lui, c'est plein d'espoir, c'est qu'il y a autre chose qui va se faire à la place. Et ça, je pense aussi qu'effectivement, il est peut-être temps que cette civilisation, où il y a des gens qui disent ah ben non, les régimes. Ah, salut Jacqueline, une soirée à Akhmatova. Ah oui, super. Et Jacqueline, on se voit bientôt à Paris, hein. Je viens, j'étais pas sûr de venir parce que vu les manifs, justement, j'étais en train d'en parler vu le bordel que ça va être le week-end prochain, enfin le week-end après le 7 là, ou le 2, je sais plus. Enfin bref, euh, il y a la grosse grève le mardi et puis nous on arrive le vendredi soir. Et on avait peur de ne pas repartir le lundi. Puis on a notre amie Marie qui était avec nous sur le Twitch la semaine dernière qui nous ramène en Suisse. Donc on va pouvoir venir. Donc on va reprendre contact avec toi. Puis on va voir. Mais ouais, Akhmatova. Mais oui, on fait une soirée Akhmatova. Euh, ouais, super. Et donc, oui, quand je vois ce gars du rassemblement, pas du, enfin, je ne sais pas du Rassemblement national, mais presque, de la droite, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dit ah ben les régimes spéciaux, il faut les supprimer dès maintenant. Le mec, en fait, il veut foutre le feu partout, quoi. Enfin, je veux dire, ça suffisait pas, quoi. Déjà, une réforme complètement injuste, et puis après, ce gars, il dit ah ouais, mais ça va pas assez loin, quoi. Donc, alors bah là, ce coup-là, bah, il y a les régimes spéciaux, comme c'est beaucoup aussi dans la SNCF, c'est évident que les trains, ça va être un peu compliqué. Donc, on va essayer de venir. Euh, ils sont malades, hein, ils sont complètement. Non, Jacqueline, non, Kate, tu peux pas dire ça. Il y a toi et Jacqueline qui êtes en France et vous n'êtes pas folle. Heureusement qu'il y a quand même deux personnes qui sont pas folles en France. Hein, quand même. Non, tout le monde n'est pas fou. Ah oui, alors attends. Euh, J'ai profité que Jacqueline soit là. Parce que c'était pas. Mahmoud Darwich, ne t'excuse pas. Euh, Allez. Hop. Ah, mais content de vous voir toutes les deux, c'est super. Il y a longtemps que je vous avais pas vu. Vous étiez en train de lire en fait. Voilà. Ah, au fait, chez Actes Sud, que je vous dise, je sais pas encore, hein, mais il y a. Comment. Régi- ah, comment ça s'appelle Régine Détambel qui vient de sortir un bouquin que j'ai pas encore lu. Je sais pas si Jacqueline, tu l'as lu. J'ai même pas la référence, mais ça vient tout juste de sortir ou ça sort, si j'ose. Je vous le dirai plus. Allez, Mahmoud Darwich, la description des nuages, un texte extraordinaire. La description des nuages exige de faire diligence. En une fraction de seconde, ils ne sont plus eux, ils sont autres. Wisława Szymborska. La description des nuages requiert un savoir-faire qui ne m'a pas été donné. Je marche sur une montagne et je regarde les nuages en contrebas. Ils pendent des lisières de l'azur, légers et transparents, comme du coton cardé par les vents, une idée blanche sur le sens de l'existence. Des dieux révisent peut-être la Genèse.
Pas de forme définitive pour cet univers. Pas d'histoire pour les formes. Je regarde en contrebas et je vois la forme surgir de l'informe. Le plumage de l'oiseau pousse dans les cornes blanches du bouquetin, et le visage de l'homme monte de l'aile de l'oiseau marin. Les nuages nous dessinent à leur façon, et les visages se mêlent aux visions. Rien ne s'est accompli, ni personne. Un instant encore, et ton image nouvelle sera celle du tigre blessé par le sceptre du vent. Tes peintres anonymes se tiennent encore devant toi, ils jouent, dessinent l'absolu éternel, blanc tels les nuages sur le mur de l'univers. Et les poètes bâtissent de nuages les demeures et passent. Pour chacun des sens, une image, pour chaque temps, un nuage. Mais la vie des nuages est brève dans le vent, ainsi que l'éternel provisoire dans les poèmes qui ne s'achèvent ni ne durent. J'ai la chance de marcher sur une montagne et de regarder les nuages en contrebas. Et ce poème, j'y ai pensé parce que donc la semaine dernière, j'étais avec Marie-As, qui est éditrice des éditions Métropolis à Genève, mais qui est également comédienne. Et j'ai un siège dans le théâtre abandonné. J'ai un siège dans le théâtre abandonné à Beyrouth. Je pourrais oublier ou me souvenir sans nostalgie du dernier acte. Pour rien. Seulement parce que la pièce était mal écrite. Anarchie, telle la chronique de la guerre, des désespérés, autobiographie des instincts des spectateurs. Comédiens qui déchirent leurs textes et cherchent l'auteur parmi nous, les témoins assis dans leur siège. Je dis à mon voisin, l'artiste, ne dégaine pas, attends, à moins que tu ne sois l'auteur. Non, je ne suis pas l'auteur. Et il me demande, le serais-tu? Non. Et nous restons assis, apeurés. Je dis, sois un héros, neutre, pour échapper à un destin inéluctable. Il dit, aucun héros ne meurt vénéré dans la deuxième scène. J'attendrai la suite. Je modifierai éventuellement l'un des actes. Je réparerai peut-être ce que le fer a fait de mes frères. Je dis, c'est donc toi? Il répond, toi et moi sommes deux auteurs masqués et deux témoins masqués. Je dis, en quoi cela me concerne-t-il? Je suis un spectateur? Il dit, pas de spectateur au bord du gouffre. Personne n'est neutre ici. Tu dois, au bout du compte, choisir ton rôle. Je dis, mais il me manque le prologue. Quel est le prologue? Mahmoud Darwich, numéro spécial Europe, janvier-février 2017. Alors, est-ce que ça serait pas un truc comme ça, Jacqueline? Ouvrage indispensable. Et c'est marrant, c'est Jacqueline qui me l'a envoyé, qui me l'a donné. Bien sûr. Ah là 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 là. Alors, à un assassin. Si tu avais contemplé le visage de ta victime et réfléchi, tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre à gaz, tu te serais délivré de la sagesse du fusil, et tu aurais changé d'avis. Ce n'est pas ainsi que l'on recouvre son identité. Je ne t'aime pas, je ne te hais pas. Oui, je ne t'aime pas. Qui es-tu pour que je t'aime? Es-tu quelque partie de mon moi, un rendez-vous pour le thé, la reciter d'une flûte, une chanson pour que je t'aime? Mais je hais la captivité, et je ne te hais pas. Vous, qui vous tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous, qui vous tenez sur les seuils, sortez de nos matins, et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. C'est incroyable. Ah ouais, tiens.
Deux, trois questions. Euh, Êtes-vous sujet à des émotions fortes lorsque vous n'écrivez pas? Vous heurtez-vous aux autres, par exemple? Non, mon émotivité reste enfouie en moi. Je conseille aux poètes de ne pas lire de poésie dans un tel état. Je conseille particulièrement aux jeunes poètes de tout lire. Géographie, histoire politique, géologie des mers, etc. Plus que de la poésie. La beauté de la poésie réside dans sa rareté. Elle ne se trouve pas à portée de main. Hein, vous ne conseillez donc pas aux jeunes poètes de vous lire beaucoup? Oh. Toute mon œuvre ne pourra rassasier personne. Avez-vous l'impression que la critique a enrichi votre expérience poétique? Existe-t-il une vraie critique de votre poésie? Oh, j'aspire à profiter de la critique. Mais la plupart de mes critiques sont des flatteurs, des détracteurs, des biographes ou des interprètes, plutôt que des critiques à même de comprendre les éléments constitutifs de mes textes poétiques. Cela dit, je place tous mes espoirs en Soubi Hadidi et quelques poètes. Lisez-vous des romans? Oh, j'en lisais, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut du temps pour apprécier l'intérêt du roman, c'est-à-dire le plaisir qu'il procure. Alors ça, c'est une discussion qui est très longue, hein, qui était entre Mahmoud Darwich et un entretien avec Samer Abou Awash, donc poète palestinien, entretien inédit en français, qui a été publié dans la revue littéraire omanaise Nizwa en 2002 et repris par plusieurs journaux et magazines. Donc y a-t-il un romancier dont vous considériez l'œuvre comme l'une de vos sources d'inspiration en poésie? Non. Assistez-vous à des représentations théâtrales ou lisez-vous des pièces de théâtre? Parfois, mais j'ai l'impression que le théâtre a disparu. Dans le monde, nous savons qu'il existe un mouvement qui se renouvelle dans beaucoup d'endroits au monde, mais pas dans le monde arabe. Vous avez publié tant de recueils poétiques. Regrettez-vous la publication de l'un d'entre eux? Souhaitez-vous que certains soient en dehors de votre histoire? En supposant que rien de mes poésies n'ait encore été publié et que je veuille les faire paraître maintenant, je retiendrai les 4 derniers recueils, pas en entier. J'en choisirai des morceaux. Quelle humilité, quelle humilité. Merci Jacqueline pour nous avoir fait parler de ça. Bon, 21h02, vous êtes encore là, on continue avec René Depestre, Rage de vivre. Allez, j'ai trouvé 2-3 textes magnifiques. 2-3. Où est-ce que c'est? Rage de vivre, voilà. C'est là. Hop. Hop, je vous mets ça là. Donc chez Segers. L'âge du Vietnam. Par la pluie et le vent, par les larmes et la neige, par les chiffres pairs et impairs, de ce siècle couronné de sang, je marche le long de la terre, l'âge du Vietnam sur mon dos. Je suis chaque brèche qu'on ouvre dans le ciment qui protège les eaux du fleuve rouge. Je suis sorti dans les rues avec le Vietnam dans mes pas, serrant avec force sur mon corps, comme la tête d'une jeune veuve, l'honneur de lutter pour sa vie. Je suis une rizière asphyxiée. Mon arbre a perdu toutes ses feuilles, tous ses oiseaux et son sommeil, mais il respire encore debout. Je suis la proie de mon semblable. Il a commencé par me frapper au genou, puis au ventre et au poumon, ensuite au dos et à la nuque. Hier à minuit, il a tapé fort sur ma bouche, mes oreilles et mes yeux. Toute ma tête a failli éclater. Cela s'appelle l'escalade. Un nouveau jeu inventé par l'homme, un nouvel âge de la douleur, qui draine dans ses courants des bêtes, des poisons et des bombes. Son escalade m'a choisi pour cible. Moi, l'homme avec mes livres, mes dieux, mes outils, ma vérité. Moi, l'homme avec mes grandes peurs, mes nostalgies, mes petits doutes, ma musique, mon patio, mes fleurs. Moi, l'homme avec mes fourmis, ma patience et ma concupiscence, mes laideurs et ma tenace beauté. Me voici la proie de l'escalade, la proie d'un autre homme qui porte aussi en lui des outils et des dieux, des fourmis et des petits doutes, et même un patio avec des fleurs, et même la musique, parfois la vérité. Mais à l'inventeur de l'escalade, il manque la haute échelle de l'homme, il manque la beauté tenace comme la mer, il manque tout simplement la mer. Moi l'homme, j'ai ces marais en moi, j'ai mes laideurs, mes petitesses, mes faux dieux, mes mensonges parfois.
mais quelque part en moi, peut-être. Dans mon cœur même, il y a la mer, il y a sa terrible contre-escalade, il y a son glorieux entêtement d'homme, il y a sa fureur obstinée, il y a le battement d'un autre cœur. Et à bien voir tout le monde, bat en moi. C'est pourquoi je peux encore marcher dans les rues, le Vietnam sur mon dos, le Vietnam dans mes vagues d'hommes. Tout mon corps reçoit des coups. Ce matin encore, on a cogné dur contre mes reins, mon sexe, mes mains, mes doutes, mes outils, mes fleurs, mes fourmis, mes livres, ma femme, mes dieux et mes petites lampes. Mais il n'y a pas de radar pour guider les bombes vers mon cœur. Il n'apparaît pas sur les écrans ennemis. Il est invisible à leurs yeux d'escalade. C'est moi, l'homme, la mer et l'invincible beauté. Waouh! C'est un texte qui s'appelle L'âge du Vietnam, qui est dédié à To U. C'est un sacré texte, hein. Ouh. Allez. Et ouais, c'est splendide. Et ah oui, je voulais terminer par La nuit respire de Jean-Pierre Siméon. À la fin de la semaine, je suis à Fribourg. Je ne sais pas si vous connaissez le salon Texture. J'y passerai plusieurs fois, entre autres le samedi et le dimanche. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, dites-moi quand vous venez, parce que je ne serai pas tout le temps. On a un stand là-bas, mais c'est la librairie Albert Legrand de Fribourg qui la tient, donc on n'est pas obligé d'y être tout le temps. Donc j'y serai, j'y passerai, voilà. Lettre aux gens très sages. À Sarah. Non, il n'est pas fou celui qui parle au vent, au mur, aux rues, aux lampadaires, à l'ombre du chat sur la fenêtre, aux mains fragiles qui l'aiment et le connaissent. Il n'est pas fou celui qui voit la mer dans son miroir et des chiens bleus dans les nuages. Non, le poète n'est pas fou. Il rêve. Il rêve et nous attend sous le manteau de son mystère au cœur du monde imaginé. Non, le poète n'est pas fou. Il rêve. Il rêve et nous attend sous le manteau de son mystère au cœur du monde imaginé. Ah bah dimanche, ouais, j'y serai. Dis-moi vers quelle heure tu y es, comme ça je m'arrange pour y être. Ton poème. Marche. N'arrête pas de marcher, d'ouvrir les portes, de soulever les pierres, de fouiller dans les tiroirs de l'ombre, de creuser des puits dans la lumière. Cherche, n'arrête pas de chercher les traces de l'oiseau dans l'air, l'écho dans le ravin, l'incendie dans les neiges de l'amandier. Tout l'ignorer, le cacher, l'inconnu, le perdu. Cherche, tu trouveras le mot et la couleur de ton poème. Ok, ok. Ok, mais j'y serai dimanche en début d'après-midi. Voilà, La nuit respire avec Jean-Pierre Siméon. C'est une belle façon de terminer cette soirée poésie. Merci à toutes et tous. C'était chouette de vous revoir, Kate et Jacqueline, ça fait plaisir. Et puis voilà, là j'arrive dans la période des salons, des rencontres. Donc là, je suis donc à Fribourg à la fin de la semaine. Attendez que je regarde. Merci que je regarde si. Comment c'est mardi prochain? Je sais même plus moi quel jour je vis. Alors, ah bah de toute façon je serai sur le stand en début d'après-midi parce qu'il y a Alberto Nessi et Jérôme Mézo qui seront sur le stand de la librairie. Donc voilà, je serai avec eux de 14h à 16h je crois. Voilà. Et puis voilà. Et bah mardi prochain, oui, il n'y a pas de problème. Il y a le Twitch. Et puis, je pars à Paris, donc vendredi 10, je ne sais pas comment, normalement en train, les billets sont pris, et je rentre le lundi, donc comme ça, le 14, je refais mon Twitch. Et Jacqueline, je ne sais pas si c'était parti, mais sinon on se voit pendant le week-end, c'est mon amoureuse qui organise ça, donc ça va être un peu compliqué, je pense, de bouger dans Paris le samedi. Je ne sais pas comment on va faire. Nous, on est au 151, donc que tu connais bien, Jacqueline. On sera là-bas. Je sais pas, pour venir chez toi. Mais on va trouver un système. Et puis, on est là 3 jours, donc on va se voir, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Vos propositions, vos lectures. Je vais regarder ces bandes dessinées de Jean-Marc Rochette.
que je connais pas du tout, ou que je connais peut-être, mais ça me dit rien comme ça. Et puis, je vous souhaite de belles lectures, une belle soirée, et à très bientôt. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Salut, je vous embrasse.